Merci de nous suivre sur le réseau synchronisé de l'ORTM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Malikoura Tassira 3. L'espace de compte-rendu de l'action gouvernementale est un exercice démocratique qui est un dû du peuple et qui permet de faire le point des projets et programmes des départements et surtout d'évoquer les grandes réformes et les perspectives pour chaque département depuis 2021. Nous sommes à l'école de police de Tomikorobougou et vous devinez déjà avec qui nous sommes. Il s'agit du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Et pour conduire cet entretien, je suis avec Mahmoudou Bokoum de Radio Kaural de Mopti. Bonsoir, confrère. Bonsoir, Sira Bachili. Le département en charge de la sécurité conçoit, élabore et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité et de la protection civile. Cela passe donc par la lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents. Beaucoup de vigilance à ce niveau dans le contexte de la crise multidimensionnelle à laquelle le Mali fait face depuis 2012. Une tâche qui n'est pas facile. Monsieur le ministre, quand la sécurité va, tout va. Pareil pour la santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs sur votre état de santé. Est-ce que monsieur le ministre se porte bien? Merci de m'avoir donné la parole. Je puisse vous rassurer, comme vous le voyez, que je me porte bien. J'avais pris un coup de fatigue qui a nécessité un temps de repos pour moi. J'ai pris ce temps de repos et maintenant j'ai repris le service et je suis à la disposition de la République. Vous êtes d'attaque pour tout projet? Pour tout projet, bien sûr. D'accord. Voyons à présent ce qu'il y a au compteur du département de la sécurité et de la protection civile. Les programmes des 6 derniers mois, 700 éléments de la police ont été déployés dans les différentes unités opérationnelles. Une nouvelle vague de 1500 recrues est actuellement en formation dans les centres d'instruction des forces armées maliennes. Ce sont là quelques acquis enregistrés par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile les 6 derniers mois. Des acquis parmi tant d'autres qui visent à renforcer le maillage territorial et les capacités opérationnelles des unités. Le commentaire est signé Bourama Traoré. De par sa position stratégique dans l'attelage gouvernemental, le département de la sécurité et de la protection civile peut se targuer d'avoir reçu son premier pari. À l'évaluation des activités d'un semestre, les fruits ont été à la hauteur des promesses des fleurs. Ce n'est pas une simple affirmation, les faits parlent d'eux-mêmes. La formation reste une nécessité absolue pour s'adapter à l'évolution des menaces. Dans cette dynamique, 700 éléments de la police et de la protection civile ont été formés et déployés dans les différentes unités opérationnelles. Une nouvelle vague de 1500 recrues est actuellement en formation dans les centres d'instruction des forces armées maliennes. Des formations militaires classiques ont concerné plus de 500 stagiaires sapeurs-pompiers pour le certificat d'aptitude technique et 400 stagiaires de la police nationale pour le certificat interarmes. Ces formations entrent dans le cadre de la militarisation de la police et de la protection civile. L'opérationnalisation de l'école d'état-major des forces de sécurité constitue une des réalisations majeures du département de tutelle. La première promotion de l'école, forte de 30 officiers stagiaires, est sortie et la deuxième, composée de 34 auditeurs, est en formation. Pour disposer des forces bien formées et à la hauteur des enjeux, le ministère de tutelle met un point d'honneur sur la coopération avec des pays amis. C'est ainsi que 9 officiers supérieurs sont en formation au Cameroun et 10 élèves officiers de la protection civile en Russie. Naturellement, la formation des hommes et la réalisation des infrastructures adaptées concourent à l'atteinte d'un seul objectif, sécuriser les populations et leurs biens. Dans ce domaine, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a mis en œuvre d'importants projets, au nombre desquels la construction et l'équipement du Centre national des opérations d'urgence, la construction de l'unité mobile de sécurité intérieure et le 6 forages au profit des unités des services de sécurité. D'autres projets sont en cours de réalisation pour renforcer les capacités opérationnelles des différentes structures et le maillage territorial. Les forces de sécurité ont poursuivi les opérations de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. De jour comme de nuit, les patrouilles s'intensifient dans les centres urbains et sur les grands axes routiers. Ces opérations ont permis l'interpellation des terroristes, la saisie d'or, d'armes et de munitions, entre autres. Outre Bamako, les opérations sont menées un peu partout à travers le pays, y compris Kidal, où des dispositifs de forces de sécurité sont déployés.
Pour permettre la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, le département a participé aux activités d'harmonisation des documents de voyage et d'identité. Mieux, il a pu réaliser 100 000 stickers de visa au profit des missions diplomatiques et consulaires, de la direction du protocole de la République, de la direction de la police des frontières. Au département de tutelle, le leitmotiv est désormais plus d'actions que de mots pour un seul objectif, sécuriser les Maliens et leurs biens. Renforcement du maillage territorial, Monsieur le ministre, on l'a vu tout à l'heure dans ce reportage. Quel est le tableau de la situation sécuritaire au Mali? Merci encore une fois. Je puisse vous dire que la situation sécuritaire a encore quelques défis, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de sécurité à 100%, même pour les plus grandes puissances militaires du monde. Je puisse vous dire que la situation sécuritaire aujourd'hui est suivie et sous contrôle grâce à toutes les activités, à toutes les initiatives prises par les plus hautes autorités de la transition, au premier duquel le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, qui ne ménage aucun effort pour mettre à disposition les moyens qu'il faut pour la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Donc aujourd'hui, dans le cadre, comme vous l'avez dit, du maillage sécuritaire du territoire national, nous montons en puissance, les forces armées de sécurité, nous montons en puissance avec tout ce que vous aviez vu comme recrutement. Nous venons de finir la formation de 700 jeunes, dont 600 de la police et 100 de la protection civile. Et tout de suite, nous avons 1500, dont 1000 gardiens de paix et 500 sapeurs-pompiers en formation dans les différents centres de formation de l'armée. Donc c'est pour vous dire que sur ce plan, nous montons en puissance. Et tout est en train d'être mis en œuvre pour mettre les forces de défense et de sécurité dans les bonnes conditions de vie et de travail. C'est vrai que nous montons en puissance, c'est vrai qu'il y a les conditions pour cela, mais le grand banditisme est là tout de même. Et Mahmoud Bokoum a une question par rapport à ça. Effectivement, Monsieur le ministre, en dépit de tous ces efforts que l'État est en train de faire, on assiste vraiment à un banditisme à travers certaines zones du pays. Alors, qu'est-ce que votre département fait pour vraiment rassurer la population? Je puisse vous dire que par rapport à ce banditisme résiduel qui existe, surtout dans les zones urbaines, vous comprendrez que quand les villes grandissent, ça vient aussi avec ses corollaires aussi de menaces, de banditisme qui se caractérisent par des vols, des braquages, de trafic de tout genre, notamment la commercialisation et la consommation de drogue, et tout ce qui est vol qualifié, tout ce qui est même assassinat. Et nous travaillons, c'est une réalité qui est là, les défis sont là. Nous travaillons pour remonter tous ces défis au-delà des zones urbaines des grandes villes. Il y a certaines zones d'activité et sur les grands axes. Dans une synergie et une bonne coordination interforce, nous sommes en train de travailler pour renforcer davantage en mettant en place un mécanisme et pour essayer de renforcer la sécurité sur les axes. Et pour ce qui concerne les grandes villes ou les différentes agglomérations, vous avez dû constater que ces derniers temps, nous avons intensifié les patrouilles dans les grandes villes. Avant, c'est face à des événements nationaux ou face à certaines fêtes, autre chose, que nous mettons en place les patrouilles de grandes envergures. Maintenant, ce n'est pas le cas. Les patrouilles de grandes envergures se font toutes les nuits. Et nous avons ajouté aussi les patrouilles de jour et même les patrouilles pédestres. Vous ne serez pas surpris de voir des policiers ou encore d'autres éléments de forces de sécurité en train de faire des patrouilles de jour et à pied dans certains endroits de la ville. Nous travaillons et à cela nous demandons également la collaboration de la population. C'est un défi qui est là. Le banditisme, il est là, bien avant le terrorisme. Et le terrorisme n'est venu que peut-être alimenter davantage parce que nous savons aussi que certains grands bandits sont bien sûr de mèche, on pactise avec ces terroristes. Mais que je puisse vous rassurer la population qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre à travers cette synergie, cette coordination entre les différentes forces de défense et de sécurité pour vraiment faire face à ce grand banditisme et même face au terrorisme. Le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, nous a instruit, entre autres, de mettre au centre de nos priorités la sécurité de nos concitoyens, la protection de leurs biens et leur permettre de vaguer aussi librement pour les différentes activités. J'aime bien le dire, je le dirai encore aujourd'hui, sans sécurité, il n'y a aucune œuvre humaine qui est possible. D'accord, Monsieur le ministre, donc nous pouvons dormir tranquille sur nos oreillers, sans problème? Oui, je peux bien le dire. Mais à cela, nous demandons toujours encore une fois la collaboration de la population, parce que notre baromètre, c'est la population. Et il faut donc que la population nous aide, nous accompagne
avec les bonnes informations au bon moment, et c'est ce qui peut nous permettre souvent d'anticiper. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. La population est d'un apport important parce que le renseignement joue beaucoup dans cette lutte contre le terrorisme aujourd'hui et contre le grand banditisme. Oui, la population a une très grande importance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce que l'information la plus fiable et la plus crédible, elle est d'ordre humain. Les informations technologiques sont là, oui. Mais les informations fiables, c'est les informations qui proviennent de nos populations parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette adhésion de la population pour avoir les bonnes informations au bon moment. C'est ce qui peut nous permettre d'anticiper sur certaines actions que vraiment les ennemis de notre pays peuvent nous tendre ou peuvent perpétrer contre les forces de sécurité ou même la population. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de cette collaboration de la population. Elle se fait, mais nous les appelons davantage à collaborer avec leurs forces de défense et de sécurité. Il y a une question qui intéresse beaucoup les Maliens, c'est la question des cartes biométriques et des cartes d'identité. De nombreux citoyens disent avoir rencontré des problèmes pour avoir accès à leurs cartes biométriques. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce qui est mis en œuvre pour que les citoyens soient en possession de leurs cartes biométriques et de leurs cartes d'identité? Merci encore une fois, c'est une question sur laquelle nous travaillons sans relâche. Vous savez, l'instauration de la carte d'identité biométrique sécurisée est une réforme majeure qui vise à doter notre pays d'une base de données fiable, sécuriser l'identité de nos concitoyens et aussi sécuriser davantage les documents de voyage et d'identité. Dans cet élan souverainiste, nous avions eu à produire 8 millions de cartes. 8 millions de cartes ont été produites. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ces 8 millions de cartes ont été produites, mais généralement les gens continuent toujours par habitude ou par facilité de continuer à vouloir avoir les cartes d'identité en papier. Ça coûte normalement 1700, mais par certaines pratiques, ils peuvent avoir ça un peu plus que ça, chose qui n'est pas normale. Et pour pouvoir avoir ce sésame, alors qu'il y a des cartes disponibles, il y a des gens qui viennent chercher des cartes d'identité en papier. Par contre, leur carte d'identité biométrique est déjà disponible. Pour faciliter cela, nous avions pris une instruction interministérielle, ministère de l'administration territoriale, de sécurité et des affaires étrangères, pour mettre en place les mécanismes, les modalités de retrait de ces cartes. Mais malheureusement, du début de l'opération de distribution de ces cartes à aujourd'hui, seulement 732 000 cartes ont été retirées. Je prends un seul cas de Bamako. 732 000 cartes ont été retirées sur plus de 1 360 000 cartes produites à Bamako. Donc quel est le problème à ce niveau? Un taux de retrait de 54%. Et là, nous avons fait beaucoup de campagnes de sensibilisation à travers les différents canaux de communication pour sensibiliser nos populations à venir retirer leurs cartes. Ça se passe de façon timide. Encore une fois, nous lançons un message à la population de retirer leurs cartes. Ces cartes sont disponibles au niveau de beaucoup de points de distribution. Sont là, ces cartes sont déposées. Il faut juste venir identifier, chercher à savoir où se trouvent les cartes. Et au-delà de ça, nous avions aussi mis en place des stations d'enrôlement à Bamako, dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie et dans les régions, pour permettre aux citoyens peut-être qui ont perdu leur carte ou qui veulent venir faire la carte pour une première fois, ils viennent, ils payent 5 000 francs, ils s'enrôlent et ils ont leur carte d'identité au bout de 2 à 3 semaines. Et avec ce système, on a eu déjà à confectionner plus de 44 000 cartes et qui ont été mis à la disposition des structures de distribution. Donc c'est le lieu pour moi encore d'inviter nos compatriotes à venir retirer leurs cartes parce qu'au bout d'un certain temps, nous allons arrêter de produire les cartes d'identité en papier. Et donc c'est vraiment l'occasion encore une fois pour mon département de passer ce message et dire à nos compatriotes de venir, de s'informer et de venir retirer leurs cartes d'identité qui sont déjà confectionnées, produites. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, au niveau des postes de contrôle, des Maliens se plaignent de certaines situations. Alors, on privilégie, selon eux, le contrôle des pièces d'identité et non le contrôle des véhicules, surtout en cette situation d'insécurité dans laquelle nous nous trouvons. Alors, quelles sont les mesures que vous prenez face à cela? Merci. Nous prenons beaucoup de mesures, d'abord dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la lutte contre l'infiltration dans nos différentes agglomérations. Et je puisse vous dire que, bon, ça c'est des perceptions aussi qui peuvent être comprises d'une part ou d'une autre. Je peux dire aujourd'hui que les forces de sécurité, que ce soit au niveau de nos postes de contrôle,
de nos postes de sécurité ont reçu les consignes fermes, non seulement de contrôler l'identité des usagers des véhicules, de contrôler les documents de voyage, mais de contrôler surtout le contenu des véhicules. Et tout genre de véhicules, et même encore les engins à 2 ou à 3 roues, notamment les motos ou les tricycles. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des infiltrations qui se font. Le trafic d'armes, de stupéfiants, un peu de tout, se font à travers ces différents modes de mobilité. Peut-être à certains endroits, ça c'est une perception qui est là, mais je puisse vous rassurer que les chefs des forces de sécurité, les directeurs, les différents chefs d'état-major, à tous les niveaux de la hiérarchie, à tous les niveaux de différents échelons de commandement, sont informés et régulièrement, nous reprenons ces consignes, nous faisons les rappels de consignes pour dire attention, soyez très très rigoureux dans le domaine, bien sûr, du contrôle des pièces d'identité, parce qu'il faut d'abord identifier qui est dans le véhicule, ensuite contrôler les documents du véhicule, mais surtout passer à la fouille. Notamment quand on regarde les véhicules qui transportent le bétail, les véhicules qui transportent le charbon. On a eu souvent des infiltrations à travers des véhicules de transport de charbon. Bien vrai que ça aussi à un certain niveau, nous avons des remontées d'informations pour nous dire non, nous faisons des longues files d'attente au niveau des postes de contrôle. Vraiment, je demande l'indulgence de notre population. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas faire une fouille minutieuse des véhicules, lutter contre le terrorisme et ne pas vouloir vraiment avoir un temps d'attente peut-être supplémentaire. Ça va leur demander ça. Mais aujourd'hui, pour eux, leur sécurité, pour nous, notre sécurité, pour la sécurité de tous nos compatriotes, il faut vraiment se soumettre à ces fouilles et à tous les niveaux. D'accord. Monsieur le ministre, il y a un véritable engouement de la jeunesse à intégrer aujourd'hui la police et la protection civile. On va parler de transparence à ce niveau. La question principale est celle de transparence, comme je l'ai dit. On peut être admis au concours de la police sans avoir de relations, sans avoir de parents bien placés? Oui, je peux répondre avec affirmation qu'on a mis en place un mécanisme dans ce sens, un mécanisme de vérification. Je puis vous dire que depuis quelque temps, aujourd'hui, nous avons décentralisé les recrutements. Avant, tout le monde venait déposer son dossier à Bamako. Les dossiers sont traités à Bamako et toute la procédure est faite à Bamako. Ce n'est plus le cas depuis un certain temps. Ceux qui sont à Mopti déposent, les candidats de Mopti déposent leur dossier à Mopti. Toute la procédure se fait à Mopti jusqu'à la proclamation des derniers résultats, autrement dit du résultat final. Le district de Bamako a son quota, tout comme toutes les autres régions. Les 19 régions plus le district de Bamako. Donc dans toutes les régions, le processus se fait et les résultats jusqu'aux résultats définitifs sont faits au niveau des responsables régionaux et remontés à Bamako. Ça, c'est un premier pion de vérification de transparence. Le deuxième, à chaque fois qu'on a des informations sur une procédure mal faite, nous envoyons nos missions d'inspection. Nous avions eu à reprendre des listes de certaines régions à cause de ça et même sanctionner. Et pour vous dire que nous mettons vraiment beaucoup un accent sur cela, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des relations, il ne s'agit pas d'être proche de X ou Y pour intégrer la police. On a besoin aujourd'hui des hommes ou des femmes capables de défendre ce pays. Et donc, nous n'allons pas passer par des affinités pour recruter des gens qui peuvent après nous créer des problèmes. C'était 700 nouvelles recrues. Récemment, 1500 sont en formation. La dynamique va se poursuivre. Il y aura d'autres recrutements? Oui, la dynamique va se suivre aujourd'hui avec le maillage sécuritaire de tout notre territoire. Nous avons besoin des ressources humaines, en plus bien sûr de l'équipement. Et ça, c'est cette volonté affichée du président de la transition, chef suprême des armées, de faire en sorte que tout notre territoire puisse être sécurisé. Partout où un Malien se trouve, il doit se sentir en sécurité. Et cela ne peut pas aller sans un déploiement rationnel. Vous l'avez si bien dit, nous avons fait sortir 700 qui sont déjà déployés dans les différentes unités opérationnelles, 600 gardiens de paix et 100 de la protection civile. Aujourd'hui, nous avons 1500, dont 1000 au compte de la police et 500 au compte de la protection civile, qui sont en formation. Donc cette montée en puissance en termes d'effectifs va se poursuivre. Le Premier ministre chef du gouvernement l'a dit devant le CNT lors du programme d'action gouvernemental. Il a annoncé vraiment des effectifs quand même très très considérables à recruter au compte des forces armées et de sécurité. C'est une dynamique qui va se poursuivre parce qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de ressources humaines, en plus bien sûr du matériel et tout ce qu'il faut, les infrastructures pour pouvoir défendre notre pays. Personne ne viendra défendre notre pays à notre place. Les jeunes peuvent espérer.
les jeunes peuvent espérer. Et je puisse aussi vous dire que nous avons eu à prendre certaines mesures dans le processus de recrutement. Avant, on n'avait pas ce principe de faire le narcotest. Vous savez, on a constaté après qu'il y avait, après le recrutement, qu'il y avait beaucoup de jeunes qu'on recrutait après la formation. Quand ils se retrouvent dans la production, on voit que c'est des gens qui consomment des stupéfiants, des drogués et tout ça. Et aujourd'hui, c'est contre-productif. Et depuis un certain temps, notamment les derniers recrutements au niveau des forces armées et au niveau de la sécurité sur instruction du chef suprême des armées, nous avions introduit depuis dans le processus de recrutement le narcotest qui nous permet déjà depuis au départ de voir si ce jeune est un consommateur de stupéfiants. Et malheureusement, beaucoup ont été recalés parce qu'ils ont été testés positifs. C'est encore le lieu ici pour nous de faire passer un message à la jeunesse pour dire que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et la drogue, les stupéfiants ne peuvent rien contribuer, ne peuvent rien apporter pour la santé, le devenir, l'avenir d'un jeune. Donc nous les appelons vraiment à se départir de ça parce que ça nous permet de filtrer depuis au départ. Parce qu'avant, ce principe n'existait pas, le narcotexte n'existait pas. Donc on faisait toutes les visites médicales, mais on ne faisait pas ce narcotexte. Donc on recrute les jeunes, ils vont en formation, ils sont formés pendant 6 mois, traités, soignés, formés. Et après, on se rend compte que c'est des consommateurs de stupéfiants. Donc, on doit prendre les procédures disciplinaires qui prennent du temps. Il faut prendre tout ça, les radier. Et quand on forme quelqu'un, après, on le radie. Bon, c'est un potentiel bandit qu'on peut quand même mettre dans la rue. Et donc, il faut anticiper. C'est ce qui nous permet maintenant d'anticiper. Nous faisons en sorte de ne même pas les recruter et pour ne même pas arriver à la phase de radiation après formation. À propos de ces nouvelles recrues, on se rappelle, ils étaient 2000 qui avaient été recalés parce qu'ils ont été déclarés inaptes à cause de la drogue. Mais il y a certaines rumeurs qui circulent pour dire que les autorités ont réservé ces places pour leurs parents. Que répondez-vous, monsieur le ministre? Bon, je puisse vous dire que ça, c'est vraiment des rumeurs infondées. Quand ils sont recalés au même titre que ceux qui sont peut-être malades et autre chose. Et ce qu'on a pris, c'est des bons qu'on a pris, qu'on a envoyés. Sauf ceux qui rentrent dans le centre, qui par inaptitude ou, je ne sais pas, par faiblesse physique, se sont retirés, et ça c'est quelques cas. Mais on ne les a pas enlevés pour mettre d'autres, c'est vraiment pas le cas, c'est des rumeurs souvent pour essayer de dénigrer le processus. Mais je puisse vous dire qu'ils ont été recalés suite à un test, et le test a été fait suivant des normes internationales. C'est des tests qui ont été faits suivant des normes internationales, c'est fait par les services de santé de nos armées, donc c'est des tests fiables, et ne peuvent pas dire le contraire. Donc ceux qui ont été recalés parce qu'ils ont été testés positifs au narcotest ne peuvent tout simplement pas aller dire dans leur famille que j'ai été testé positif à la drogue, c'est une réalité. Il y a des gens qui ont refusé de faire le test. Il y a des jeunes qui sont venus, quand ils ont compris que c'est le test de la drogue, ils disent non, c'est bon, ils sont partis. Parce qu'ils savent que s'ils le font, ils seront testés positifs. Donc ceux qui retournent à la maison, qui ne peuvent pas aller ouvrir les yeux et dire à leurs parents que j'ai été recalé parce que j'ai été testé positif à la drogue, trouveront toujours quelque chose à dire. C'est juste ça. Oui. Des réformes, parlons-en, monsieur le ministre. Alors quelles sont les grandes réformes, les réformes majeures faites au niveau de votre département? Les grandes réformes, entre autres, je parlerai de la militarisation de la police et de la protection civile qui a été faite en 2022 suivant la loi 037 du 27 octobre 2022 et qui nous a vraiment permis de mettre la police et la protection civile dans les mêmes dispositions en termes d'emploi, en termes d'exécution des missions que les forces armées et de sécurité. Et la relecture du statut général des militaires a permis d'intégrer la police et la protection civile et notre statut du 21 mars 2023 prend en compte aujourd'hui la police et la protection civile dans le statut général des militaires. Je puisse vous dire que c'est une réforme majeure. Ça nous a permis vraiment de raffermir davantage la discipline, créer la cohésion au sein de ces différentes corporations, mais entre ces corporations aussi et les forces défensives et de sécurité. Aujourd'hui, le policier et le sapeur-pompier travaillent dans les mêmes zones d'opération, font les mêmes opérations que les militaires et ont les mêmes avantages en termes de traitement, conformément au statut et conformément à toutes les dispositions à la matière. Et aujourd'hui, je puisse vous le dire, un policier ou un sapeur décédé en opération a les mêmes avantages que le militaire décédé. Et poursuivant bien sûr ces réformes,
Et toujours pour sa bonne mise en œuvre, nous avions eu à prendre d'importants textes, notamment des décrets, le décret 049, 050, 051 du 31 janvier tout près, et pour revoir l'organisation, les modalités de fonctionnement de la Direction générale de la police, la Direction générale de la protection civile et aussi même la Direction générale de la police technique et scientifique. Ces réformes visent à mettre la police, la Direction générale de la police et la Direction générale de la protection civile dans la même architecture. Aujourd'hui, la police, la protection civile, ils ont le même organigramme quasiment avec les états-majors et services des forces armées. Donc vous allez voir, le directeur général de la police aujourd'hui a un chef de cabinet, tout comme le chef d'état-major de l'armée de terre. Il a des conseillers, il a des assistants, il a des sous-directeurs. Et donc tout ça, c'est pour que nous soyons dans la même architecture. De deux, nous avons aussi revu dans ces différents décrets les modes de nomination. Aujourd'hui, à fonction égale, c'est les mêmes textes qui vous nomment. Je prends un exemple. Avant, à la police, un directeur régional est nommé par arrêté du ministre. Mais aujourd'hui, avec ce texte, un directeur régional de la police est nommé par décret du président. Donc c'est entre autres les grandes réformes que nous avions eu à faire. Nous avions à prendre aussi des dispositions pour uniformiser les grades. Nous travaillons pour l'uniformisation de beaucoup d'autres choses, notamment la tenue. Aujourd'hui, les policiers avancent, les policiers et les sapeurs avancent suivant les mêmes critères que les militaires, chose qui n'était pas le cas avant la militarisation. Et d'autres aspects encore, ils font les mêmes formations, ce qu'on appelle les formations classiques et les formations d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les policiers font le CIA, le certificat interarmes, ils font le BA1 comme l'armée. Je puisse juste donner quelques exemples. Le certificat interarmes passé, il y avait 820 policiers, sous-officiers de la police, qui ont fait le certificat interarmes, le brevet d'armes numéro 1, quasiment 500, 499, le brevet d'armes numéro 2, 499, le brevet d'armes spéciales, 100, et à la protection civile, c'est pareil, il y a aussi 300 et quelques sous-officiers de la protection civile qui ont fait le CIA, 40 pour le B1, 40 pour le BAD, et au compte de la police, il y a une formation qu'on appelle la formation d'officier de police judiciaire, c'est une formation réservée uniquement aux gendarmes et aux policiers. Il y a 200 officiers de la police qui viennent de terminer cette formation. Poursuivant toujours dans le cadre des réformes, nous avons l'école d'état-major des forces de sécurité aujourd'hui qui a sa deuxième promotion, qui a été créée dans le cadre de la militarisation de la police et de la protection civile, qui a sa deuxième promotion. La première promotion, il y avait 30 officiers de la gendarmerie, la garde, protection civile et la police. La deuxième promotion en cours de formation, on a 34 officiers, dont 30 Maliens. Les 30 Maliens, il y a la police, la protection civile, la garde, la gendarmerie. Et il y a 4 étrangers. Quand je dis 4 étrangers, 4 qui viennent des pays de l'AES, de nos amis, donc 2 officiers burkinabés, 2 officiers nigériens. Et poursuivant toujours aussi dans le cadre de la mise en œuvre de cette militarisation, que je trouve formidable, aujourd'hui, nous avons des officiers qui sont en formation dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons 9 officiers à l'école d'état-major au Cameroun, dont des policiers et des sapeurs. Nous avons 2 officiers à l'école de guerre au Cameroun, dont un policier et un sapeur. Et bien sûr, d'autres qui sont en formation dans les académies de police du ministère de l'Intérieur, de la Fédération de Russie et avec d'autres pays. J'aimerais qu'on parle de l'utilité de la militarisation de la police aujourd'hui et de la protection civile pour le Mali, parce que la question de nécessité ne se pose plus. Mais quelle est l'utilité de cette militarisation aujourd'hui? Quand on paraphrase peut-être un peu ce que j'ai dit en amont, j'ai dit que ça a été une très bonne chose. Je me réjouis, aujourd'hui il le fallait. Ça nous a permis d'avoir des effectifs parce que la police et la protection civile avant avaient un statut qui ne les permettait pas d'aller opérer ou d'aller exercer dans certains endroits. Aujourd'hui, avec le statut de militaire, le policier, le sapeur-pompier va partout où le militaire allait. Donc ça nous a permis, nous, d'avoir un effectif assez consistant, un effectif combattant, parce qu'aujourd'hui, tous vont à la guerre, entre guillemets, tous vont au four, au charbon, et pour permettre à cette montée en puissance dans le cadre du maillage sécuritaire de notre territoire. Donc je puisse vous dire que ça a été une très bonne chose. Ça a été une très bonne chose, la militarisation de la police et de la protection civile. En tout cas, nous, de notre côté, en tant que chef militaire, nous avons vu que c'est un aspect qui a été positif, qui nous a permis aussi de raffermir, comme on le dit, la discipline
et encore de créer une certaine cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Donc je peux vous rassurer que ça a été une très bonne chose. D'accord. Alors faisons cas de la gestion des crises et catastrophes. 2024 a été une année qui a été marquée par une saison pluvieuse très abondante. Il y a eu des inondations dans plusieurs localités. L'état d'urgence a été décrété, un comité interministériel a été mis en place. Comment il fonctionne? Avec quelle efficacité, puisque l'hivernage est déjà à nos portes? L'hivernage 2024 a été un cas d'école pour nous. C'est vrai qu'il y a des années avant, mais 2024, ça a été une année particulière dans le domaine des inondations. Et vous avez parlé du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. C'est un comité qui a été mis en place depuis 2017 par un décret. Et donc, suite à tout ce que nous avions tiré comme enseignement des inondations de l'année dernière, il fallait aller vers la relecture de ce comité interministériel. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a un nouveau décret qui est sorti. Il est sorti tout près le 21 mai passé et qui prend en compte beaucoup de faiblesses qu'on a eu à constater dans l'ancien décret. Dans l'ancien décret mettant en place ce comité, il y avait 9 ministres. Aujourd'hui, le comité compte 21 ministres. C'est quasiment la totalité des membres du gouvernement, parce qu'il faut prendre tous ceux qui peuvent être utiles et tous ceux qui peuvent agir dans le domaine de la gestion des inondations. 21 ministres, il y a aussi le commissaire à la sécurité alimentaire qui est ministre, il y a un représentant de la présidence de la République, un représentant aussi du cabinet du Premier ministre. Le comité interministériel est présidé par le Premier ministre, c'est lui le président. Le premier vice-président, c'est le ministre chargé de l'administration du territoire. Le deuxième vice-président, c'est le ministre chargé des Finances, et le ministre de la Sécurité assure le secrétariat permanent. Donc ce comité, vu les faiblesses, et nous avions eu à apprendre beaucoup de choses. Et il y a le Centre de coordination et de gestion des crises, qui est l'organisme opérationnel de ce comité interministériel, et qui a été aussi activé par une décision du ministre de la Sécurité, activé pour compter du 1er juin au 30 novembre. Et au sein de ce comité, au sein du SECOGEC, siège le comité technique, qui est composé de tous les représentants des départements cités dans le comité interministériel de gestion. Donc, eux, ils font des réunions, ils proposent des actions à mener au comité interministériel. Nous avions déjà tenu des réunions, le comité interministériel a déjà tenu des réunions en prélude à l'hivernage qui s'annonce déjà, qui a même, si je peux le dire, commencé, pour essayer de faire le retour d'expérience de ce qu'on a vu l'année dernière, et maintenant nous mettre dans une phase d'anticipation. Donc nous avions déjà pris beaucoup de mesures anticipatoires, parce qu'il faut ça, pour essayer vraiment d'amoindrir les conséquences de ces inondations sur nos populations. Et nous avions eu aussi à prendre beaucoup de mesures en amont. Vous avez à constater qu'il y a déjà des démolitions à certains endroits qui ont commencé, et le curage des canaux et tout ça. Mais je puisse aussi le dire qu'aujourd'hui, on doit être aidé par la population. Rien n'est anodin. Justement, est-ce que la population adhère à des cas de démolition, par exemple? Bon, à certains endroits, oui, mais d'autres endroits, vous savez que ce n'est pas facile de venir dire à quelqu'un que je vais casser votre maison. Mais aujourd'hui, nous devons aller vers ça, parce qu'il ne faut pas qu'une seule maison puisse aussi créer des problèmes à beaucoup d'autres familles. Et donc, c'est pourquoi on est allé vers beaucoup de phases avant de commencer les démolitions. Les phases de sensibilisation, on a eu à rencontrer les notabilités, les chefs traditionnels, les légitimités, pour aussi leur demander d'être avec nous, de nous accompagner dans ces phases. On ne peut pas arrêter le ciel. Non. Les pluies vont venir. Mais la plupart des inondations sont causées vraiment par nous-mêmes. Quand nous partons construire les maisons dans les voies d'occultement d'eau, l'eau ne laissera jamais sa voie. Et donc, à défaut de trouver sa voie naturelle, l'eau va essayer d'aller vers d'autres. Et c'est ce qui crée beaucoup d'inondations au niveau surtout des grandes agglomérations. Le deuxième point, c'est les caniveaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les gens déversent les ordures dans les caniveaux pour dire qu'après, l'eau va les amener. Mais une fois que ça devient des déchets solides, l'eau ne pourra pas les amener. Donc nous demandons à la population aussi de nous aider à amoindrir les conséquences de ces inondations. Sinon, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Nous sommes en train de travailler pour prendre des actions, des mesures anticipatoires. Quand il y a eu le décret sur l'état de catastrophe naturelle, l'État même a mis à disposition beaucoup d'argent, plus de 4 milliards, pour essayer d'équiper rapidement les structures en charge de la gestion des inondations. Et c'est le lieu pour moi de saluer vraiment la protection civile et les services du ministère de la Santé, bien sûr, qui étaient les premiers sur le terrain dans la gestion des
des inondations. Bien sûr, il y a d'autres départements et tout ça, mais eux, c'est vraiment les premiers acteurs qui viennent sur le terrain quand il y a tout de suite quelque chose. Donc, demander encore à la population de nous accompagner, d'arrêter vraiment d'aller construire dans les lits du fleuve, dans les lits de coulement d'eau, et vraiment de leur demander aussi d'éviter, à défaut de curer les fauteuils, vraiment d'éviter de les remplir. Monsieur le ministre, en termes d'infrastructures et d'investissement, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Je puisse vous rassurer que beaucoup a été fait sous l'impulsion du chef suprême des armées, qui a toujours œuvré pour doter les forces de défense et de sécurité de moyens adéquats et surtout d'infrastructures. Parce que qui parle de conditions de vie parle aussi de conditions de travail. Les infrastructures nous permettent de mieux travailler, de se protéger et d'être dans les bonnes dispositions pour travailler. Et nous avions eu, sous le leadership du chef suprême des armées, à faire beaucoup d'acquisitions de moyens roulants, de motos et d'engins au profit des services de la protection civile. Et cela est une initiative qui est en train de continuer. Aujourd'hui, nous avions eu à construire et à réhabiliter plus d'une trentaine d'infrastructures qui concernent les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les postes de secours au compte de la protection civile. Nous sommes en train aujourd'hui de travailler pour finir un poste de commandement de la garde nationale. Je peux déjà annoncer qu'on a fini avec le PC groupement de la garde à Banyangara, mais nous sommes en train de travailler pour construire 3 PC groupements. Nous avons un projet de plus d'une dizaine aussi de réalisations au compte de la police qui concerne les commissariats de police. À la protection civile, nous avons aussi un projet de construction de centres de secours, 3 centres de secours. Et au compte de la gendarmerie, nous sommes en train de réhabiliter et de faire les travaux d'extension, ça on peut le dire, du service d'investigation judiciaire au compte de la gendarmerie, plus aussi la réalisation de certaines brigades de recherche et brigades territoriales. L'action gouvernementale se note surtout au niveau des populations. L'Agence nationale de développement est allée recueillir les avis des populations sur ce que le gouvernement a fait ces 6 derniers mois. Suivons sur Vox Pop et puis nous revenons sur ce plateau. Ministère de la Sécurité, de l'Intérieur et de la Protection civile, olu ka baara Bamako kɔnɔ, Bamako kɔ kan, a baara ka ɲi. Parce que n'i y'a lajɛ sufɛ, heure dɔ de bɛ yen pour que mobili ka se ka tɛmɛ. Mɔgɔ minnu b'o baara la, par exemple k'o lajɛ, mɔgɔ minnu bɛ taa u bɛ su bɛɛ k'u ɲɛna. Mobili kelen kelen u b'a bɛɛ contrôler. Dɔw yɛrɛ minɛla fɛn dɔw b'u kɔnɔ ni lakana yɛrɛ tɛ o tɛ se ka kɛ o dugu kɔnɔna la u bɛ yaala u bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛ sugu kɔnɔnaw an n'u bɛ bɛn sugu kɔnɔ an n'u bɛ bɛn u bɛ yɔrɔw la dɔw yɛrɛ b'u sen na. sapeur mɔgɔw ni ye sekɛnɛ yɛrɛ n'u sara doublé parce que u bɛ baara la vraiment u ka baara a tɛ ka dɔn de sinon u bɛ baara la su fɔra tile kan u b'u sen repos t'u ye ni ye sekɛnɛ b'u ka sara doublé. Le gars de prison. Là, quand sauver les accidents, nous avons nous avons agorobasi là, il va donc avoir barclub. Parce que nous avons avec un cahier, avec un dollar. Accident même la sécurité là, barabaga keo. Puis ame tomoro wan kan chama beano, ame mouvement chama chauffeur. Tenam sigile me gitoron dans l'ambouye, ou chite snoko. Chauffeur politique mobile mette me abe mwambo. Chauffeur gendarme mobile mette me aka chakojugu. Isa ame tomoro wan yan be kani. Mouvement femme be gamba be. Donc bébé vous seko go malikoina. Le ministère de la Sécurité, ce que je vais dire quand même à l'endroit de ces ministères-là, bon, il faut beaucoup plus de surveillance. Je pense que quand ils augmentent l'observation et les mesures, je pense que ça peut aller dans les jours à venir. Voilà, Monsieur le ministre, on va poursuivre avec l'AUS, la Confédération des États du Sahel. Quelles sont les grandes rencontres et activités de la sécurité tenues dans le cadre de l'AUS? Ça se passe très bien entre ces pays amis de l'AES,
nos frères de l'AES et nous, à savoir le Niger, le 28 janvier, le passeport AES circule, en tout cas au Mali, ça circule, et dans les autres pays. Donc nous avions travaillé pour arrêter ça, soumettre à l'approbation des chefs d'État qui ont validé. Et aujourd'hui, le passeport AES qui circule dans nos 3 pays ont les mêmes caractéristiques, le même niveau de sécurité. Et nous avons travaillé dans ce sens. La deuxième grande rencontre que nous avions eu à faire, c'est la rencontre des directeurs généraux de la police des 3 pays, et qui s'est tenue aussi à Bamako pendant 3 jours, où ils ont échangé et mettre en place un mécanisme de partage d'informations et mettre aussi en place le mécanisme de poursuite des personnes par-ci par-là. Nous avons eu à faire quelques cas comme ça où des gens recherchés au Burkina ont été vus au Mali, ont été pris, ont été remis au Burkina. Donc c'est ce mécanisme qui a été mis en place, ça se passe très bien. Nous avions aussi tenu à Bamako une réunion sur le visa communautaire, parce que nous sommes en train de travailler pour essayer de mettre un visa commun que nous avions proposé de nommer visa Liptako, qui sera un visa commun pour les 3 pays de l'AES. Ce travail est en cours de validation au niveau ministériel et ensuite au niveau des chefs d'État. Je puisse vous dire quand même que ça se passe très bien dans le domaine de la coopération policière, dans le domaine de la coopération entre les forces de sécurité, entre bien sûr le Mali et les 2 autres pays de l'AES. Il n'y a plus de problème par rapport au passeport AES au niveau de certaines représentations diplomatiques. C'est derrière nous maintenant? C'est derrière nous, c'est derrière nous. Alors, on voulait juste nous embêter. On n'a pas besoin de l'avis d'un pays pour émettre un passeport. Je suis ministre chargé de la sécurité. Je reçois régulièrement des passeports des pays qu'on nous envoie pour nous informer. Et récemment, nous avons reçu des passeports des pays qui nous envoient pour dire que désormais, voici notre passeport. C'est pour nous informer, ce n'est pas pour prendre notre avis. J'ai reçu certains pays que je ne vais pas citer, ils m'ont envoyé leur passeport pour que je puisse comprendre que désormais, voici le passeport de leur pays. Ils ne me l'ont pas envoyé pour prendre mon avis avant de le mettre en circulation. Et pourquoi doit-on aussi, nous, à notre niveau, prendre l'avis? Nous avions fait toutes les procédures qu'il faut, notamment à écrire à l'OACI, ça a été fait, mais à d'autres pays qui s'étaient retrouvés dans une certaine agitation, bon, par finir, qui ont compris qu'on n'allait pas reculer. C'est une question de souveraineté nationale. Ils ont compris et je pense que maintenant tout est rentré dans l'ordre et cela est derrière nous maintenant. D'accord. Monsieur le ministre, on va finir par le message au peuple du Mali aujourd'hui, au peuple de l'AES par rapport à leur sécurisation. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile? Notre mission régalienne, c'est la protection des personnes et de leurs biens. Le peuple malien et au-delà, le peuple de l'AES peut toujours continuer à compter sur nous et dire que cette mission, nous allons la faire. Nous allons la faire, nous allons continuer au prix de notre sang, au prix de notre vie, à défendre notre peuple, à défendre nos peuples. Partout où nos peuples doivent se trouver, doivent se sentir libres, doivent se sentir sécurisés, peuvent être en mesure de vaquer librement à leurs occupations. Et demander également à nos populations de continuer à nous soutenir. Continuer à nous soutenir. Quand on a le soutien de notre population, je pense qu'on va tout droit, on ne recule pas, on ne baisse pas la tête, on n'a pas peur. Continuer à nous donner les informations utiles et à temps réel, cela peut nous permettre vraiment d'anticiper sur certaines choses. Et donc je demande encore une fois, ça se fait, mais nous demandons encore une fois à la population de continuer à nous soutenir et de continuer à faire le partage d'informations avec les forces de défense et de sécurité pour nous permettre d'assurer leur sécurité et notre sécurité. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Alors, sur ce message, donc, se referme cet entretien. En attendant, bien sûr, d'autres forats, nous étions donc avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, pour faire le point de la situation sécuritaire au Mali, des grandes réformes en cours et celles qui sont en perspective. Pour les questions, donc, j'étais avec Mahmoud Bokoum, que je remercie ici. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre attention. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Bonne suite de programme sur l'antenne de l'ORTM.
foli amo ke ganyeshi au bela jelima au munmeka ORTM gale la jeni watina mali kono ani mali koka anga foli be au bela jelini ka u bisimila